Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 15 décembre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, nous allons nous intéresser donc d'abord à une exposition que la Villa Abdeltif en ce moment abrite. Nous allons nous intéresser également à un projet. C'est un projet donc qui va à la recherche des pépites de projets et de start-up. C'est un concours d'ailleurs qui a été lancé par la Startup Cop Work, qui a été donc organisé, c'est la deuxième édition cette année. C'est un concours qui a sillonné un petit peu les 4 coins du pays pour dénicher justement les bons projets. Donc ces jours-ci, mi-décembre, il y aura donc la finale et les lauréats seront donc connus du jury. Et les rubriques habituelles donc du mardi, à savoir Jawdet Gessouma dans sa rubrique littérature nous emmènera à la découverte d'un grand artiste, poète, écrivain, journaliste, une figure emblématique de la culture algérienne. Cette année, nous célébrons le centenaire de sa naissance. Il s'agit de Bachir Hadj Ali. Et aussi Abderrahim Abdelaziz, lui, nous emmènera au nord de Tindouf pour nous faire découvrir donc la station de peinture rupestre El Djarf. Et aussi Fla Abraz dans sa rubrique pédagogie. Cette fois-ci, elle va s'intéresser aux activités extrascolaires et aux activités surtout de l'éducation artistique dans les milieux scolaires. Voilà un peu donc pour le menu de cette matinée. Alors, je vous dis aussi qu'on vous reçoit cette matinée avec la musique donc, du groupe Imzad. C'est une musique de la chanson Yahsara. Voilà donc pour le menu de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amal Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Le soleil continue à persister. Exactement. Au grand bonheur des amoureux du soleil comme moi. Reviens en force. Malheureusement. Il revient le soleil avec ma reprise finalement. Oui, exactement, comme par hasard. Comme par hasard. Alors, et ça va continuer plutôt durant la journée? Durant la journée. On aura des températures agréables, donc comme celle d'hier. Très douce. Printanière. Printanière, on peut dire, oui. Très bien, un peu plus de détails? Merci Nour. Allez, on y va. Merci Nour, bon réveil, bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les côtes ouest et dans les vallées, puis le ciel restera passagèrement nuageux tout au long de la journée. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura un temps dégagé à partiellement voilé, également sur les régions sahariennes où le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Gatassili et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt douces pour la saison, avec toutefois un minimum de 14 degrés du côté de Batna, 15 Djelfa al-Beyod, 16 Constantine et Tiaret, 20 degrés Alger, Tizi Ouzou et Oran, 21 Tlemcen, 19 à Annaba, 19 également à Biskra, 20 degrés Béchar, Gardaya, 24 Tamanrasset, Janet, Ilizi, 25 à Drarin Salah et le maximum cette fois-ci. Et comme toujours, à Borj, avec 32 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes centre et est de secteur ouest à nord-ouest et 30 à 40 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Afrique du Nord, où le ciel restera passagèrement nuageux. Du côté du Caire, également l'Ayoun, de la pluie prévue à Rabat et Tripoli, mais peu nuageux à N'Djamena. Le soleil sera bel et bien présent à Nouakchott, Niamey, également Khartoum. Côté Mercure, eh bien, on relèvera à 19 degrés à Rabat, 25 à l'Ayoun, 29 à Nouakchott, 21 au Caire, 20 degrés à Tripoli, 37 à N'Djamena et enfin 38 degrés le maximum cette fois-ci à Niamey. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما
كنتم. Et le soleil qui persiste et les températures douces qui persistent. Persiste et signe. Ouais. Allez, retour aux pluies Peut-être vendredi, le week-end, peut-être. j'espère. Peut-être le week-end. J'espère. Allez, au grand bonheur des amoureux de la pluie. Inch'Allah. J'adore la pluie aussi, hein. Mais ne D'accord. crois pas, j'adore la pluie, mais j'avoue, lorsque je suis à la Plus le maison, soleil. Oui. lorsque je suis à la maison. Dehors, hein, je vous assure que c'est vraiment magnifique. Hein. Et sachant que Amel fait de la marche sous la pluie. Oui, Voilà. je marche. Merci beaucoup Amel. Donc on te C'est retrouvera tout à l'heure, donc juste après les journaux télévisés du midi. Et 19h. 19h et demain. Et Notre demain, Bonjour Inch'Allah. d'Algérie. Merci beaucoup Amel, C'est moi bonne qui merci. journée. Et on continue. Cette fois-ci, c'est une pause musicale comme à l'accoutumée que nous vous proposons en compagnie de Al Jarreau. Voilà. Merci Amel. Al Jarreau qui nous interprète Morning. Une note nostalgique bien colorée, c'était Al Jarreau. Bonjour Tchaoudet. Bonjour. Alors, ça vous a bien... Ah oui, ça bouge. ça booste, hein. Ça fait plaisir. Et oui. puis ça fait rappeler quand même de beaux moments, hein. Ça Oui, renvoie aux bien années 80 sûr. déjà. Jaro, c'est un peu, c'est une institution. Hein. Voilà, on disait d'ailleurs pendant qu'on écoutait la chanson que ce genre de musique, ce genre de légende finalement ne meurt pas. Oui, bien sûr. Il y a du travail derrière, il y a Oui. de l'instrumentation, il y a une écriture musicale, Il y a plein une de choses, recherche. une recherche, voilà, des inspirations, toutes ces choses-là, voilà. On ne fait pas un album avec des heures de studio, hein. C'est comme ça, c'est pas de la justement, faste, ça se justifie. Donc on voilà. écoute toujours avec le même goût 30 ans plus tard, Oui, 40 bien ans sûr, plus tard, bien sûr. même. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors ce matin, Djaoudet, on s'intéresse quand même à une figure emblématique de la culture algérienne. Oui, Bachir Hadj Ali, Arhmou, qui est vraiment une institution, comme, pas comme Al Jarreau, mais dans un autre style. Bachir Hadj Ali, on associe beaucoup au Chabi, hein, en majorité, mais ça a été un grand poète, un grand essayiste, un grand homme de culture. Et aussi un très grand militant. C'est un militant du PCA algérien, militant contre le colonialisme et ensuite pour la gauche pour la démocratie. Donc, Bachir Hadj Ali, on aurait fêté son centenaire de l'âme. Il est né le 10 décembre 1920 à Alger. Et c'est un homme politique donc connu. Et donc il a beaucoup écrit sur la poésie, sur la musique, il a fait beaucoup de textes, notamment Culture nationale et révolution. Il a écrit aussi Nuit d'Alger, il a écrit les poèmes chants et des chants marqués par son engagement. Il a écrit Qu'est-ce qu'une musique nationale en 1964, L'Anqa et la tradition Chabi en 1979, Le mal de vivre et la volonté d'être dans la jeune poésie algérienne en 77 et Problèmes culturels de notre temps. Ensuite, il y a eu un passage très poignant, très marquant dans sa vie qu'il a été emprisonné dans les années à la fin des années 60. Et donc là, il avait écrit en prison à Lambès, Tazoult aujourd'hui, il avait écrit L'arbitraire, qui a été illustré par Mohamed Khedda, qui était un de ses amis très proches. Et donc, au début de son parcours, il a écrit en réalité très tardivement. Lui, c'est un enfant, Bachir Hadj Ali est un enfant de la Casbah, né en 1920 au sein de la Casbah, et originaire des Zaïd Ahmed à Azfoun. Ça ne s'invente pas. Azfoun a produit beaucoup d'artistes. Et donc, Bachir Hadj Ali a beaucoup écrit d'essais. Il a écrit, par exemple, Bzaf Alger républicain. Il avait écrit dans un quotidien, dans un journal, pas un quotidien, qui s'appelait Liberté, qui était un journal, un organe du PCA algérien. Et il a beaucoup produit de textes. C'est l'une des premières personnes qui a produit des textes autour du Chabi, par exemple, où il a bien défini même cet héritage de l'Andalou, qui parle de Nsarafat, qui parle de tous les modes, et ses Nouba, avec le Touchia, après l'Istikhbar, avec les Nqlabat, les Nsarafat et les Mkhelsen, le Mkhelas, par exemple, le Khlas, qui est la pièce finale. Et donc, au début,
il a beaucoup écrit sur l'engagement, sur l'Algérie, l'anticolonialisme, toutes ces choses-là. Et ensuite, il s'est dirigé vers une écriture beaucoup plus centrée sur, entre guillemets, sur la monographie, c'est-à-dire qu'il a commencé à définir le Cha'bi. Et dans sa poésie, il y a toujours, même dans ses essais d'ailleurs, il y a beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup d'émotions, d'affection. Et ce personnage a été réellement comme ça. Ça a été un personnage vraiment illustre, où on connaît quasiment toute sa famille. Il y a Lucette Hadj Ali, qui est très connue dans le milieu si vous voulez, du militantisme. Elle a été enseignante, donc pro-indépendance algérienne. Et donc, on comprend un petit peu aussi le parcours qu'il a choisi, le parcours qu'il a eu. Oui, bien sûr. Il a été accompagné dans son parcours par aussi, je me souviens d'avoir aussi beaucoup connu Ismaël Hadj Ali, qui est un intellectuel universitaire, son fils avec qui on a fait beaucoup de choses aussi. Il y a aussi Youssef Hadj Ali, qui est le grand frère Ghanet. Et donc voilà, donc ça a été une famille d'intellectuels militants comme on n'en fait hélas plus aujourd'hui. C'est-à-dire ce parcours de militantisme, ce parcours et aussi même de don de soi, de don de l'œuvre, de consacrer, c'est-à-dire son œuvre à faire connaître des choses, c'était très important. D'ailleurs, il a fait beaucoup par exemple, Chant pour le 11 décembre, édité dans la Nouvelle Critique à Paris en 1961. Il y a son engagement d'auteur, il y a son engagement. Et aussi, mais après, il se dirige vers des choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus universelles à travers son œuvre. Et l'arbitraire a été écrit, c'est un recueil de poèmes, il a été écrit sur des feuilles de papier toilette au sein de la prison. Et il a été sorti clandestinement par Lucette, qui l'a ensuite transmis chez l'éditeur, les éditions de Minuit. Et c'est très très important. C'est-à-dire le vécu, les blessures autant physiques que narcissiques qu'il a vécu, sont aujourd'hui un patrimoine. Le résultat, la sublimation de ces blessures. Mais bon, il est mort en 8 mai 91. Il aurait eu 100 ans. C'est un peu une histoire triste parce que Bachir Hadj Ali a perdu au fur et à mesure la mémoire, et ça a été très dur. Même d'ailleurs, on a des photos d'ailleurs qui nous ont été fournies par Madame Najat Khadda, qu'elle en soit remerciée, où justement on voit ce Bachir Hadj Ali bien souriant. D'ailleurs, voilà, c'est des photos assez intimes avec Khadda, Allah yarhamou aussi, qui a été vraiment un ami très proche, qui a illustré beaucoup de ces recueils. Il y a aussi, là, on le voit avec Lula, jeune. Donc, c'est des photos vraiment très précieuses. Et donc, entre Cha'bi et hommage à Picasso, vraiment, Bachir Hadj Ali nous a donné plein de belles choses qu'on consomme vraiment comme une belle grenade barman qu'on partage avec plein de petites choses brillantes et qui vous explosent dans la bouche par le goût et tout. Pourquoi je parle de grenade? Parce qu'il a fait un hommage à Picasso. Je voulais partager avec vous un hommage à Picasso pour célébrer les 80 ans de Picasso. Et ça, c'est une qsida. D'ailleurs, lui, il aime bien, et c'est bien, il aime bien parler de qsid, pas de poésie comme ça. C'est-à-dire qu'il revient aux origines de notre poésie. Et il n'hésite pas, la tradition, avec il revendique cet héritage andalou, espagnol, l'héritage numide, l'héritage berbère, toutes ces choses-là.
Et après, ça nous donne des pièces, des pièces vraiment formidables, hein. C'est le mot. On n'hésite pas devant les superlatifs parce que c'est très important. Donc, je voulais partager avec vous une tranche, si vous voulez, de ces desserts écrits. Et Yazid n'a pas manqué à faire un très beau choix de musique qui va vous accompagner. Je pense qu'il en soit remercié. Donc, il traduit les massacres de Guernica et il mêle les massacres de Guernica, donc, qui ont fait une grande œuvre qui fait 7 mètres de long, avec la guerre d'Algérie. Donc il parle de la douleur de la chute de l'Andalousie musulmane et des massacres de Guernica mêlés avec la guerre d'Algérie. Donc il dit: les raisins du Zedjel sèchent sur les belvédères de Grenade, la conte des Azulejos verse sur le couchon des reflets amers, pardon. À regret, nous fuyons Malaga, derrière la cavalerie du Zagal. Après un siège de 5 mois, Boabdi l'avait trahi. Alfares des brigades Rabah Oussidhoum rêvait. Comme on va à la fontaine pour n'avoir jamais de rides, son cœur a éclaté sur le cœur de Madrid. Il y a 25 ans, comme une grenade mûre, un cheval hurle la mort dans la gorge percée de Lorca. Épouse noire de Guernica, vos enfants ont grandi. Nous sommes entourés d'orphelins, épouse noire de Guernica. Connaissez-vous l'agonie de vos sœurs aurésiennes dans le patio vert de la colombe aux arcs lobés? Le jet d'eau module son chant, l'œil rouge ondule. Le fidei rend grâce au modèle du galbe et médite sur la justesse du mouvement et de la trajectoire qui foudroie. Alger, septembre 1961. Donc, il met aussi, il parle d'un instrument de musique dans un autre poème. Il revient, si vous voulez, à la poésie de chez nous, entre chant populaire et musique andalouse. Il fait un prélude et il va appeler son poème Nuit algérienne, dont je vais aussi partager un tout petit peu avec vous un extrait. Il dit en ces termes donc: la nuit longue est la nuit, les gens en tremblent, le lion est détrôné, c'est le règne du chacal. Ça, c'est les paroles de Subhanallah Yaltef. Les gens auront deviné. donc c'est les paroles du prélude à Subhanallah Yaltef. Pincer sur une guitare, khayt l'outar et chasser l'ennui, c'est facile mes frères, utiliser sur le métier, khayt minsma et rêver de pluie. C'est facile mes frères, ceindre sur le front de la ville, khayt roh et l'espoir lui. C'est facile mes frères, trancher au boussaadi, khayt l'ghrb et tuer la nuit. C'est facile mes frères, mais dire la plainte du cèdre déraciné, mais taire les 1000 souffrances de la chair, quand les tenailles arrachent l'ongle. Ce n'est pas facile, mes frères. Oh, donnez-moi le souffle de Belkhair pour dire les nuits dénaturées, pour dire les nuits algériennes. Voilà, donc ça, c'est le travail ça fait l'objet donc d'un mémoire, présenté à la fac centrale d'Alger. Et on remercie Janine Fèvre-Caragel qui a fait ce mémoire. C'était une thèse donc de DEA. Et donc, on a emprunté, si vous voulez, ces extraits de texte et tout de ce travail. Donc, sur l'imag.com, c'était important parce que Bachir Hadjali, vous ne pouvez pas trouver un peu partout ces textes. Donc, j'invite tous ceux que ça intéresse, ils peuvent rechercher sur les thèses, ouvrir. Et donc, vous avez tous les textes, des chantiers de recherche. Voilà, les archives, par exemple, d'Alger Républicain, il a écrit et tout. Donc, il a produit beaucoup, notamment, d'ailleurs, comme je disais... pourquoi pas ouvrir des chantiers, finalement, de recueil de tout ce qui... Oui, et ça serait bien de refaire, justement, une rétrospective de son œuvre, parce que c'est vraiment un corpus. C'est un corpus qu'il a parlé de
d'autant de choses Voilà. que possible, et dans une beauté de texte vraiment savoureuse. C'est très agréable à lire, et il y a beaucoup de dureté, mais en même temps beaucoup Voilà, de donc ce sera une finesse, invitation d'affection. qu'on lance Voilà. finalement pour ouvrir des Voilà. chantiers de recherche. Merci beaucoup, Merci Jawdet, à vous. encore pour cette belle découverte, encore Merci, une fois. le plaisir est Et pour voilà, donc on vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, Inch'Allah. avec une autre découverte. Très Voilà, belle merci aventure, beaucoup. Alors on Inch'Allah. reste quand même dans le monde de la musique, puisque Bachir Hadjali lui-même il s'est intéressé à l'Anqa, et ça va être une pause musicale en compagnie de l'Anqa que nous vous proposons, qui nous interprète le Hawa. الهوى قد ما فؤادي بالله في الهجر لا تزيد إن مت بالهجر يا مرادي أموت في عشقتك شهيد إن مت بالهجر يا مرادي أموت في عشقتك شهيد انظر لي حالي وما جرى لي الحب كرم ذرامي يمديك حالي على سؤالي قتل حالتي الحسن لكني أصبر ولا أبالي الناس بك عشقهم سعود حرمت بين Et voilà, de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, ça va être un petit déplacement, un petit voyage que nous vous proposons du côté du nord de Tindouf pour aller à environ 10 000 ans avant notre ère. Et ce sera en compagnie de Rahim Abdelaziz. Rahim, bonjour. Bonjour, Ça va, Rahim? ça va. Alors, j'insiste sur le fait que Yazid Ait Mahidi, notre rédacteur en chef, il a Excusez insisté du peu. Oui. et il nous dit qu'il faut faire cette belle promotion de cette belle œuvre artistique et dynamique qui n'est autre que vous, parce que vous sillonnez En chair toute et en l'Algérie. os. En chair et en os, voilà. Ah, Parce que, on justement... on ne pèse pas grand-chose une fois placé aux côtés du parc culturel et naturel de Tindouf. Eh ben voilà, et donc c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on va aller faire un petit tour du côté donc de Tindouf, du nord de Tindouf, pour Plus précisément découvrir, à Oued el Khorb. voilà, pour Oued el découvrir Khorb, les vestiges. Oui,
au niveau de la station de peinture rupestre qui est unique en son genre au niveau du parc naturel et culturel de Tindouf. Qu'est-ce qui fait sa particularité, Rahim? Elle se distingue par rapport aux gravures rupestres qui abondent et aux basinas existantes au niveau du parc culturel de Tindouf, qui fait pratiquement 4 fois la superficie du royaume belge. Et presque la superficie et presque la superficie de la Tunisie. Et si on lui il donne sur 4 pays limitrophes, à savoir le Maroc, la République sahraoui démocratique, la Mauritanie et le Mali. Donc ça s'étale quand même sur une superficie importante. Les responsables concernés en matière de culture et de biodiversité ont eu la présence d'esprit de classer toute cette superficie et l'ériger en parc culturel et naturel. Et ceci grâce à des critères qu'ils ont retenus, à savoir une riche biodiversité où l'argannerie de Touarf Bouham est retenu en tant que tel, auquel se greffe un riche patrimoine archéologique relevant de la préhistoire, notamment la station rupestre d'El Djerf, qui est au niveau du Grand Oued d'El Khorb. Alors justement, la station rupestre d'El Djerf, ça va être le sujet duquel nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes bien entendu déplacé comme à chaque fois pour ramener les images. Alors pour revenir un petit peu à cette station. C'est une première, tenez-vous bien. On n'a jamais eu l'occasion de voir ça à la télé. Et toujours l'exclusivité avec Rahim. Hein? On s'est mis au service du grand public amateur d'archéologie. Et de biodiversité. C'est ça le service public. Effectivement. Alors on revient justement à ces et sensibiliser les gens d'une pierre deux coups, sensibiliser les gens et surtout les riverains du moment où cette région est riche en biodiversité et donc fréquentée par des nomades. Des nomades dont quelque part l'ignorance mène à la dégradation du site. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Alors justement, Rahim, par rapport à cette station rupestre de Djerf, qu'est-ce qui fait la particularité un petit peu de cette station par rapport au dessin, j'ai envie de dire, par rapport au sujet qu'on retrouve sur ces peintures? On retrouve justement des symboles auxquels s'ajoutent des formes humaines. Et c'est des peintures pratiquement primitives qui se distinguent par rapport à celles existantes au Tassili et justement au Gare. Et justement, on va voir tout ça en images, puisque vous nous avez gâtés avec les images. Et c'est un sujet donc, qui est réalisé par Rahim Abdelaziz, qui nous fait découvrir en exclusivité et pour la première fois la station rupestre, donc le Djerf, qui se trouve au nord de Tindouf. Sillonnant toujours Oued El Khorb, on se dirige vers une falaise que surplombe un dôme en grès. L'endroit était plus féerique. Il s'agit bel et bien du lieu dit El Djerf. Le haut de cette monumentale falaise de grès renferme de nombreuses peintures rupestres de couleur rouge. Des blocs abritent des peintures où sont représentées tantôt des écritures, tantôt des symboles renvoyant à l'époque libyco-berbère. Des représentations humaines existent aussi sur certaines peintures.
Le site d'El Jarf demeure l'unique station de peinture rupestre au niveau du parc culturel de Tindouf. Et voilà, donc c'était le reportage, donc un extrait plutôt du documentaire donc de Rahim Abdelaziz sur la station rupestre donc d'El Jarf qui se trouve au nord de Tindouf. Rahim, il faut dire que vous avez à votre actif plusieurs documentaires qui font justement la promotion, la sensibilisation de toutes ces richesses. Et pour ceux qui veulent voir, découvrir, redécouvrir les documentaires de Rahim Abdelaziz, vous pouvez les trouver sur la page YouTube. Voilà, donc nous sommes en train de voir la page YouTube et là donc on pourra découvrir, redécouvrir toutes les images et tous les documentaires que Rahim vous avez fait. Qu'on a pu réaliser. Qu'on a pu réaliser. Voilà, alors il faut dire jusque-là, puisque il y en aura tous nos échappes, y compris quelques territoires de Tindouf, tellement c'est important, c'est riche et varié. Ah, il faut dire que l'Algérie c'est un continent déjà, hein, donc c'est très riche et il faut dire que l'histoire de l'Algérie, donc elle est très très riche et donc on aura besoin de beaucoup de temps donc, pour faire un peu le tour et faire la promotion donc, de tout ce que nous avons, de tout ce que, voilà, sans hésitation. Et justement, c'est ce que vous faites à chaque fois à travers vos documentaires. La prochaine fois, on aura l'occasion de marquer une autre halte juste à côté pour mettre en valeur des gravures rupestres, les plus anciennes, à Omtouaba. Voilà, donc ce sera toujours à Tindouf? À Tindouf. Toujours Tindouf, voilà. C'est toujours le même parc? C'est toujours le même parc. C'est toute la superficie de Tindouf qui est classée en tant que telle, c'est-à-dire en parc culturel et naturel. Voilà, donc ce sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Rahim, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore une fois donc, pour cette exclusivité et d'avoir fait la promotion de cette et de nous faire découvrir, surtout à travers ces belles images, cette station. Donc, il a été question de la station de peinture rupestre d'El Jarf qui se trouve au nord de Tindouf. Merci beaucoup, Rahim. On va retrouvera donc la semaine prochaine et on restera toujours dans la même région. Inch'Allah. Oui. Voilà. Alors on continue et là ce sera un portrait d'une artisane, elle qui s'intéresse donc à tout ce qui est calligraphie arabe, à tout ce qui est symbole amazigh et symbole berbère et c'est en compagnie de Maya Amrani. Aïcha Khatib, artisane spécialisée dans le bijou en argent, nous reçoit dans son atelier qui recèle bien des trésors. Cet artiste, au sens créatif, poussé à l'extrême, possède une grande dextérité. J'ai essayé de reproduire certaines pièces que j'ai trouvées dans des livres qui parlent de bijoux anciens. Et voilà, par exemple, cette rahacha est un bijou très ancien, porté par la femme algéroise, mostaganimoise et même de Annaba. On appelle ça rahacha. Donc c'est une reproduction d'une pièce qui se trouve dans un musée. Donc j'ai essayé de reproduire la pièce. Donc j'aime bien reproduire de très anciens bijoux dans lesquels on peut trouver pas mal de dessins de symboles berbères. Donc dans la gravure par exemple j'utilise des symboles. Dans les bijoux aussi j'essaie de reproduire certains symboles et chaque symbole a une histoire. Donc quand on parle du bijou, on parle aussi de toute l'histoire qu'il y a derrière le symbole pour que le bijou soit plus intéressant que si on le vendait comme ça normalement. Aïcha dessine son modèle puis le reproduit sur la feuille d'argent. Elle maîtrise la technique, le savoir-faire acquis dans des différentes formations. Donc aussi j'ai essayé d'introduire la calligraphie dans le bijou traditionnel. Par exemple la fibule, on peut l'avoir aussi avec de la calligraphie. Donc j'ai essayé d'introduire la calligraphie dans le msharraf par exemple traditionnel, je l'ai fait avec de la calligraphie. La fibule traditionnelle, je l'ai faite avec la calligraphie. J'ai essayé d'introduire la calligraphie dans pas mal d'accessoires. À partir de bijoux anciens, l'artiste s'inspire pour créer le mkhabbel, collier traditionnel qui se compose de perles de culture et d'argent. J'ai travaillé aussi avec mon ami calligraphe qui me prépare les calligraphies. Et c'est toujours enrichissant de travailler avec d'autres artisans parce que ça nous permet d'élargir notre gamme et de proposer toujours de nouvelles choses. J'ai fait même des bijoux en mosaïque avec Madame Khiyar. Donc je prépare les supports. Ça peut être un papillon, ça peut être... Et elle ajoute les couleurs en mosaïque. Pour le moment, je n'ai pas de motif. C'est très beau. Des fois, même les techniques, des fois, il m'arrive d'envoyer aux clientes les étapes de fabrication du bijou. Elles sont très curieuses de voir comment ce bijou a été fait. Elles sont curieuses quand elles viennent à l'atelier de voir la matière première d'une plaque, comment cette plaque-là a été transformée directement en bijou facile à porter.
Aïcha nous fait voyager dans le temps et la poésie. Les bijoux anciens et contemporains se côtoient. Des sautoirs, des bracelets, des pendentifs, tous sont composés de poèmes en calligraphie. Avant de faire la pièce, en général, pour la calligraphie, je fais appel à une amie calligraphe qui me prépare la calligraphie. Donc ça peut être un poème, une chanson, un message qui est très fort en émotion. Donc il m'arrive souvent de faire des pièces qui portent vraiment des messages très forts, des déclarations, par exemple d'une maman à son enfant ou d'un enfant vers ses parents. Et c'est toujours un plaisir pour moi de réaliser de telles pièces qui portent autant d'amour. Aïcha a su allier le cuir et l'argent. Cette artiste au travail raffiné puise son savoir-faire à travers la recherche et l'histoire. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et voilà, nous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et peinture pour peinture, restons dans la peinture, puisqu'aujourd'hui, à l'instant, nous allons recevoir un artiste peintre qui aujourd'hui expose au niveau de la Villa Abd El-Taif. Il s'agit donc de M. Mohamed Chafa Ouzani. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, depuis le 12 décembre, vous avez donc accroché vos tableaux au niveau de la Villa Abd El-Taif. Alors, c'est une exposition intitulée Prélude. Pourquoi Prélude? Prélude, en fait, disons, c'est pour référence un petit peu, pour faire une référence à la musique. Parce que j'ai toujours dit qu'il y avait dans ma peinture, et dans les arts plastiques en général, disons, une certaine musicalité qui se dégage et qui est, de mon point de vue, très importante. C'était tout au début de l'art abstrait, dont l'un des pionniers était Vassili Kandinsky. C'est lui qui a été le premier à faire justement cette jonction, cette similitude entre les deux disciplines, notamment par rapport au fait qu'elles sont toutes deux, disons, elles dégagent, elles transmettent des sentiments, des sensations à travers justement que ça soit des notes pour la musique et des couleurs pour la peinture. Alors, lorsque vous peignez vos tableaux, vous écoutez de la musique en même temps? Pas toujours, non, ce n'est pas évident. Ma musique, ce sont justement les couleurs qu'il y a sur la blanche toile. Voilà. C'est ces couleurs qui, tout ensemble réunies, d'une certaine façon, justement, contribuent à dégager ces émotions. Alors justement, les couleurs que vous choisissez, ils appartiennent à quel courant? L'abstrait toujours? Ces derniers temps, je suis très souvent dans l'abstrait, dans le semi-abstrait. Vous savez, les artistes en général n'aiment pas être classés dans tel ou tel courant. Mais si je dois me placer dans un courant, effectivement, je dirais que c'est l'abstrait et le semi-abstrait. Je parle de semi-abstrait également. Parce que je reviens très souvent vers des compositions qui sont liées notamment à une représentation d'espaces villageois ou en général de maisons qui sont traitées, qui sont décortiquées, qui sont un élément essentiel de la composition. D'ailleurs, l'un des critiques, Kamel Bouslama, qui a parlé, lui, d'abstraction habitée. C'est un terme, et je trouve que c'est un terme qui me convient bien. Et étant donné qu'on parle de critique d'art, je vous dis que j'ai été agréablement surpris de rencontrer avant le plateau Jawdet Kissouma, qui est l'un des meilleurs critiques d'art chez nous. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, vous avez fait une très belle critique. Exactement, c'est lui qui a fait le premier texte de Jawdet Kissouma. Et donc Vous permettez que je lise une petite critique de Jawdet Kissouma c'est ce qui m'avait le plus attiré, ou peut-être en premier attiré. Il faut noter aussi que c'est un artiste de grand talent. Effectivement, artiste écrivain. Et puis il nous fait découvrir chaque mardi aussi des titres très intéressants. Donc Jawdet Kissouma dit sur votre travail que l'artiste montre
un talent fougueux dans le choix de ses couleurs et de ses formes. Il laisse souvent une masse sortie du lot, se faire tortueuse, lucide et menant comme un viatique sur des cimes qui rappellent la maison de la grand-mère et du grand-père dans une nostalgie un peu installée dans ces maisons d'ailleurs, ce que vous disiez, qui siègent comme le manifeste d'une enfance adorée, qui se délecte de ses formes très colorées. Exactement. Voilà, donc c'est vrai que, alors il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu quand même plusieurs critiques d'art qui ont parlé de vos œuvres, et justement il y a toujours dans les critiques qui ont été faites ce retour vers ces maisons, ce retour vers cette vie que vous donnez, cette harmonie que vous donnez à travers votre travail. Exactement, bien que le plus souvent, mes œuvres ces derniers temps sont beaucoup plus souvent abstraites. Ça veut dire totalement détachées de tout ce qui est lié à notre quotidien, aux objets visuels quotidiens. Mais très souvent, un petit peu, comme vous venez de le dire, par peut-être nostalgie. J'ai ces images-là qui sont ancrées quelque part dans ma mémoire, qui reviennent et qui prennent place, peut-être, je dirais peut-être à mon corps défendant, sur cette toile pour apporter ce plus qui vient là pour raconter comme une histoire. Donc, je disais, donc, j'ai la nostalgie donc, de ces villages qui sont pour moi, parce que en fait, moi, je n'ai jamais vraiment vécu dans un village kabyle, mais j'y allais souvent. Donc, j'y allais souvent avec mes parents. Donc, je garde en mémoire ces villages très bien structurés, très beaux, avec les maisons très alignées, avec des couleurs, l'ocre des murs, le rouge des toitures. Et donc, l'intérieur des maisons kabyles, avec donc Tarish, Kham el-Kanoun, el-Dainin et tout ça, mais qui aujourd'hui, malheureusement, tombent en ruine pour la plupart d'entre elles. Donc, c'est un patrimoine qui est en déperdition. Qui aurait pu constituer pour l'Algérie, franchement, un capital très précieux sur le plan du tourisme villageois en général, sur le plan du patrimoine, mais qui est aujourd'hui l'objet de... c'est carrément squatté, il y a du plein, il y a le béton intègre maintenant les villages kabyles, ça disparaît. Donc j'ai ces images-là, moi je ne représente pas un village kabyle comme ça, mais c'est comme on le devine plutôt en filigrane, on les voit. Donc c'est un graphisme qui vient prendre place sur un fond généralement abstrait. Parce que l'essentiel pour moi, au-delà donc de cette représentation graphique, c'est plus l'émotion qui peut se dégager à travers ce mariage et ce travail de la matière et des couleurs d'une façon générale. C'est surtout ça l'essentiel, arriver au point d'avoir plutôt, au lieu d'un message idéologique ou un message social, c'est plutôt un message purement esthétique. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Il faudrait développer peut-être chez nous, dans notre société, cette éducation visuelle qui puisse faire que quand une personne vient dans une exposition, qu'il ne soit pas étonné, qu'il ne soit pas surpris de voir des œuvres insensées, comme diraient certains. Il n'y a ni personne, ni maison, ni paysage, ni rien, que des couleurs, que des traits. Donc là, ça relève d'une question de culture et d'éducation visuelle qu'il y a lieu peut-être de travailler dès l'enfance. Dès l'enfance. Et justement, vous avez parlé donc de cette représentation graphique. Vous nous donnez vraiment envie de voir vos œuvres de plus près. Et Maya Amrani, justement, s'est déplacée au niveau de la Villa Abd el-Taif et elle a fait donc la couverture de cette exposition que je vous propose de découvrir. On se retrouve juste après. À la Villa Dar Abd el-Taif se tient l'exposition de l'artiste peintre Shafa Ouzani, organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Le public ici au niveau de Dar Abd el-Taif a vraiment respecté les gestes barrières, la distanciation, le port du masque. On met surtout l'accent sur les gestes barrières, vraiment. C'est pour la sécurité, vraiment, comme je l'ai dit, de tout le monde. Shafa est quelqu'un qui d'abord, c'est un architecte, donc ses peintures sont... On voit beaucoup de formes géométriques. D'ailleurs, même ses couleurs, elles sont composées comme des bâtisses. Shafa Ouzani, passionné dès son enfance par le dessin et la peinture, entreprend un parcours artistique en parallèle avec des études d'architecte à l'université de Blida. Moi, je pense que j'ai d'abord été artiste avant de devenir architecte. Ah, d'accord. C'est un petit peu mon amour pour l'art en général et pour le dessin en particulier, dès mon plus jeune âge, qui m'a poussé justement à choisir cette discipline qu'est l'architecture.
étant donné que l'architecture c'est le premier des arts, ça tout le monde le sait, la peinture est le troisième des arts. Mais je voulais être dans une discipline pourquoi je ne suis pas allé directement aux Beaux-Arts? Parce que dans mon cursus secondaire et tout ça, j'ai fait les mathématiques, le thématénème. Donc j'étais autant passionné par la géométrie, les maths et tout que par le dessin et la peinture. Donc j'ai opté pour cette discipline qu'est l'architecture pour avoir en même temps le côté, disons, artistique et le côté technique, l'autre volet qui est lié à l'architecture. Pour l'artiste, la toile devient un support aux limites indéfinies. La matière colorée, à l'huile et acrylique, utilisée au gré du moment et selon l'inspiration, devient un vecteur d'expression et de toutes les émotions. Donc j'ai appelé Saison bleue et Horizon bleu. Là, je suis dans un style que j'affectionne particulièrement. Là, je ne peux pas parler d'abstrait, mais c'est du semi-abstrait. Je préfère parler de semi-abstrait plutôt que de semi-figuratif parce que c'est mon style. Là, je revisite très souvent à travers mes compositions, donc l'espace villageois et l'espace, quelquefois aussi l'espace urbain. Donc là, c'est un petit peu par nostalgie. Oui, c'est des éléments qui reviennent. Vous voyez, ils s'imposent. Ils viennent à moi, ils me disent, bon, je suis là, il faut que tu me mettes quelque part. Donc très souvent, le croissant de lune ou l'astre, il vient. Voilà, des éléments, le carré, la khamsa. Et puis des images comme des flashs, comme des éléments de nostalgie qui viennent, qui prennent place. Le style de Shafa Ouzani évolue et s'affirme pour s'orienter vers un style abstrait, dominé par une expression purement artistique, enrichie par des compositions de formes et de couleurs. À travers ses œuvres, on y retrouve des lignes fluides, des carrés magiques, des couleurs flamboyantes. Cela démontre l'état d'âme de l'artiste, une certaine nostalgie des paysages connus durant son enfance en Kabylie. Je dirais que je pense que moi je passe par des périodes. J'ai une période un peu bleue comme ça qu'on a vu tout à l'heure. Et parfois sur les ocres, là c'est effectivement il y a un fond rouge, là donc c'est une acrylique que j'ai appelée Bénédiction. Donc effectivement il y a une dominante rouge avec donc des contrastes qui viennent, donc avec le jaune et le fond sombre. J'ai travaillé aussi la matière, je me suis attardé un petit peu sur le travail donc, du fond, du relief et de la matière. En général, c'est comme ça que j'aborde mes toiles. Très souvent, quand c'est des acryliques, je commence par travailler le support. Donc je commence par préparer donc une texture, un relief, à travers des formes. Je travaille avec la spatule donc, pour avoir ça. Alors c'est l'huile et acrylique, c'est ça? Très souvent, je travaille à l'acrylique et à l'huile. Ça veut dire que je commence par de l'acrylique pour avoir le fond et pour avoir préparé le support. Sur toile. Et des fois, donc, je finis mon œuvre à l'acrylique et des fois, je reprends à l'huile, qui donne aussi un aspect différent. Donc, j'adore aussi travailler à l'huile. Les œuvres de l'artiste Shafa Ouzani sont travaillées dans un souci d'harmonie et d'équilibre qui rappellent des notes de musique, tout comme les noms poétiques donnés à ses œuvres, Sublimation, Aurore, Aube incrédule ou Instant de vie, qui nous captive et nous transporte vers des contrées lointaines. Effectivement, donc ce sont des peintures qui nous transportent. Alors, on a découvert à travers le reportage que vous êtes d'abord architecte. Exactement, c'est mon métier. Vous n'êtes pas loin, de toute façon, l'architecture c'est un art d'abord, comme vous l'avez si bien dit, c'est le premier des arts, donc vous n'êtes pas loin finalement de votre profession d'origine. C'est des disciplines très proches, qui se côtoient. Qui se chevauchent aussi. Qui se chevauchent également. Alors on a vu dans l'un des témoignages dans le reportage qu'on retrouve un petit peu des formes plutôt géométriques dans vos œuvres. C'est ce qui fait, c'est ce qui ressort un petit peu de votre profession en tant qu'architecte.
On travaille beaucoup avec la géométrie. Il y a des éléments de géométrie, c'est beaucoup plus la composition que je travaille. Mais en fait, moi, quand je fais de la peinture, enfin, c'est mon point de vue, c'est beaucoup plus peut-être pour me détacher de l'architecte que je suis. Non mais pas il revient apparemment. Hein? Oui, non pas pour le mettre en avant, mais effectivement, tout le monde me dit qu'il y a ce côté-là qui apparaît dans mes toiles, ça ne me dérange nullement. C'est peut-être par rapport à ma recherche effrénée, à ma recherche effrénée de la composition. Parce que quand on est architecte, on travaille sur des volumes qu'on agence d'une certaine façon. Donc c'est une question d'agencement de conception. Et moi, ma peinture, mes œuvres en général, je les travaille comme un objet architectural. Autrement dit, c'est parce que je n'ai pas un élément prédéfini dans ma tête ou une thématique prédéfinie quand je commence une œuvre. Donc je la conçois comme un objet que je dois construire et qui, dont les éléments se mettent en place au fur et à mesure. Quand je dis éléments, donc c'est soit les couleurs, soit le graphisme, soit les éléments de texture ou de relief qui peuvent être là, se chevaucher, s'entrelacer, avoir parfois des effets de transparence, pour toujours essayer d'aboutir à une harmonie. C'est le mot essentiel. Donc c'est des impressions, des compositions, des improvisations très souvent, qui font que l'œuvre aboutit au fur et à mesure, donc dans une spontanéité totale. Ça veut dire mon but essentiel reste la recherche de l'harmonie et de la beauté. Ça veut dire qu'il faut avoir du beau essentiellement. Et justement, Jawdet Gussouma, dans ce sens, le critique d'art, et notre ami, donc il était avec nous ce matin, il a justement relevé cette particularité de l'architecte et de toute cette harmonie que vous êtes en train de chercher et de nous transmettre à travers vos œuvres. Alors si vous permettez, je vais lire un autre extrait de la critique parce que c'est tellement bien dit sur vos œuvres et ça nous transporte, ça nous explique encore mieux vos œuvres. Donc, alors il dit que Mohamed Chef Awazani laisse souvent sur quelques œuvres sa liberté prendre le pas sur ses carrés magiques, ses lignes fluides ou ses couleurs flamboyantes pour aller sur des chemins peints, buissonniers. Donc on voit un petit peu l'architecte. Hein. Pour nous permettre que cet artiste humaniste à la générosité contaminante, ça c'est fort hein, quand même, hein, contaminante, alors c'est se faire garnement, petit coquin et souvent un peu provoquant même comme pour conjurer la trop grande noblesse de sa peinture qui offre ce délicieux paradoxe de la tranquillité, de la finesse dans un savoir-faire qui ne reste plus à prouver. Exactement. Voilà. Donc on voit ici la vision critique et la vision très pointue et très pertinente du critique qui est Jawdet Gussouma. Oui. Alors justement, lorsque vous faites ce genre d'exposition et donc vous avez ce genre de critiques justement qui sont très minutieuses, hein, donc là on voit à travers la critique, il y a d'abord une critique sur la forme, une critique sur le fond, une critique sur le message, une critique sur ce que toutes ces toiles nous transmettent comme émotion, nous transmettent comme message. Vous, en tant qu'artiste peintre, qu'est-ce que ce genre de critiques peuvent vous apporter déjà dans votre travail, dans l'évolution de votre travail? Ça nous apporte du bonheur. Pourquoi? Parce que il est très difficile pour un artiste ou pour, je suppose que pour n'importe quel créateur, ça veut dire de se juger lui-même, parce que sinon ça deviendrait péjoratif. Donc on essaie de voir le résultat de ce qu'on fait à travers le regard des autres. Et le regard des autres, autant dire quand c'est un regard averti, comme les Jawdet Gussouma ou certains autres critiques, c'est encore plus intéressant parce que là, on arrive à se positionner, à se situer, à se dire est-ce qu'on est principalement, est-ce qu'on est essentiellement sur la bonne voie ou est-ce que quelque part, il y a des choses à parfaire ou à travailler beaucoup plus. Donc ces impressions sont pour nous essentielles. Elles sont essentielles pour un artiste, pour son parcours, dans son cheminement, dans son parcours et aussi dans son évolution. Parce qu'un artiste, il doit évoluer. Ça veut dire qu'on ne peut pas... il ne faut pas stagner et rester toujours, se dire, voilà, j'ai abouti. On n'aboutit jamais en art. On n'aboutit jamais. Il y a toujours un chemin à parcourir. Et puis, déjà, une œuvre d'art en elle-même n'est jamais aboutie. En fait, elle trouve son achèvement, sa finalisation dans le regard de la personne qui est là en face d'elle et qui essaie de l'interpréter à sa façon. C'est peut-être le regard de la personne qui peut apporter un achèvement à cette œuvre-là. Alors justement, nous allons revoir de plus près vos œuvres à travers donc, ce montage image de toutes vos œuvres. On laissera le téléspectateur regarder de plus près. Peut-être que nous aurons des retours
n'est-ce pas? Et vous aurez donc d'autres regards, peut-être des regards d'amateurs qui ressentent un petit peu les choses avec le cœur. Bien sûr. Et ce sera un autre regard qui pourra toujours apporter une pierre à l'édifice donc de l'évolution de vos œuvres. Allez, on regarde. Que nous avons découvert donc sous les sonorités de Magnifique interprétées par Gérardo. Alors vous avez bien aimé la musique qui a été choisie, qui a accompagné justement les tableaux que nous venons de voir. Exactement, ouais, ça va alors bien. Voilà, vous qui aimez conjuguer donc la peinture et la musique, et justement vous étiez en train de me dire que cette exposition a été donc organisée déjà en ligne, donc c'était une exposition virtuelle il y a quelques mois de cela, vu la conjoncture. Exactement. Et vous avez travaillé en collaboration avec un compositeur, voilà. Exactement. Étant donné que cette expo a été déjà reportée à 2 reprises, donc pour remplir à 2 reprises à cause justement de la conjoncture. Donc pour remplir un petit peu le vide, Madame Aït El-Hara Mariam, qui est chef du département des arts visuels au niveau de l'ARC, m'a proposé de la faire de façon virtuelle et elle a partagé donc sur la page de l'ARC et sur ma page également. Donc on a fait du très bon travail, ça a été présenté donc sous forme de diaporama, donc avec bien sûr le défilement des œuvres, la biographie, l'introduction, et puis j'ai dédié ça donc aux personnes qui étaient en première ligne dans cette lutte contre la Covid-19. Et puis effectivement j'ai mis en musique de fond donc des musiques d'un compositeur français qui s'appelle Jean-Pierre Stora, qui est un bon ami et qui m'a contacté, ça fait déjà quelques temps, qui a pris contact avec moi, par rapport au fait que, je suppose lui aussi par nostalgie, il est né à Bab El Oued, comme moi je suis né à Bab El Oued, et puis il aime beaucoup mes œuvres, il m'a dit j'adore tes œuvres, j'ai envie de te composer des musiques. Au début ça m'avait étonné, donc je lui ai dit, bien sûr que ça m'intéresse, voilà, mais je ne savais pas quelle... Ça répond un petit peu à votre philosophie aussi. Hein. Oui, quand il m'a envoyé ces musiques, j'étais agréablement surpris. C'était tellement beau, et puis je les voyais bien avec mes œuvres. Oui. Vous voyez, parce que début, je les voyais bien avec mes œuvres, donc ça a défilé ensemble, et on reste toujours en contact. Il a toujours cette grande envie de venir en Algérie, parce qu'il a vécu toute sa jeunesse en Algérie avant de la quitter à l'âge de 20 ans ou de 21 ans. Il garde une grande nostalgie de l'Algérie, donc on a toujours gardé ce contact. Et c'est pour dire aussi qu'une œuvre picturale, une œuvre d'artiste peut inspirer un musicien. Un musicien, oui. Voilà.
Et vice-versa aussi, hein, peut-être. Vice-versa, bien sûr. Vice-versa aussi, Vice-versa. Parce que c'est des deux disciplines, c'est des disciplines qui parlent au cœur à travers des notes et des couleurs. Effectivement. Voilà, ça peut toucher l'œil comme ça peut toucher lui, c'est nos sens à travers lesquels on réagit. Et justement, donc là, vous avez parlé un petit peu de cette expression par le cœur, de cette expression des sentiments, des émotions. Tout à l'heure, dans le reportage de Maya Amrani, il y avait quelque chose qui m'avait, dans votre interview, il y avait quelque chose qui m'avait attiré. C'était par rapport au choix des couleurs. Donc, on est passé de quelques œuvres où il y avait une dominante bleue. Ensuite, on est passé vers des œuvres où il y avait une dominante rouge. Et vous avez évoqué une idée où vous avez dit, je passe par des périodes. Donc, c'est un peu l'état de l'artiste, donc on attend des périodes qui sont influencées par quels facteurs finalement? C'est vrai qu'en fait, c'est un peu des périodes, mais c'est pour dire aussi que les gens en général ne s'ennuient pas dans mes expositions parce qu'il y a de toutes les couleurs. Je ne suis pas sur un temps particulier ou sur une couleur particulière, je travaille avec une palette très variée. Et je travaille sur des mariages, donc même parfois, très souvent dans la même toile, on peut trouver des couleurs chaudes et des couleurs froides. Oui. Donc c'est pas toujours évident de les marier, mais je le fais, je suppose, de façon assez heureuse, j'allais dire. Voilà. De toute façon, ça a été dit par les critiques. Oui, mais pour parler de ces périodes, effectivement, il y a des c'est un peu je parlerai plutôt de séries. J'ai parfois des séries où je travaille beaucoup avec le rouge, par exemple, l'orange, j'adore l'orange également. Et parfois, j'ai l'impression que c'est surtout quand je suis dans le semi-abstrait, ça veut dire quand je revisite ces villages et ces maisons et ces cités un petit peu perdus, là je suis beaucoup plus sur les bleus. Voilà, mais quand je suis sur un total abstrait, là je m'éclate, je laisse jaillir toutes les couleurs. Parfois vraiment c'est donc ça peut être du rouge, du jaune, du bleu, du noir, mais qui sont là ensemble et qui s'épousent bien en général. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas agressif, ce n'est pas un mariage agressif, c'est un mariage harmonieux qui apporte, je suppose, un certain apaisement. Vous avez parlé de l'ocre, vous avez parlé de l'orange. Est-ce qu'on comprend par là que ce sont des couleurs plutôt nostalgiques qui vous rappellent justement tous ces villages kabyles, là où il y a cette couleur donc, qui revient à chaque fois? Oui, les villages kabyles, c'est l'ocre et le rouge des toits et tout. Mais très souvent, quand je fais les villages kabyles, il y a une dominante du ciel. D'accord. Et le ciel qui est bleu. Donc parfois, même le bleu du ciel, je l'intègre il vient là, ça s'ancre dans l'ocre des maisons. Avec très souvent ce croissant de lune ou cet astre qui est là, qui apporte ça. Parce que j'aime aussi, un des aspects principaux aussi de mes compositions, c'est le contraste. Il faut qu'il y ait très souvent un élément dominant. Ça veut dire pour ne pas qu'on soit perdu dans une peinture diffuse comme ça, où le regard se perd. Voilà. Il y a très souvent, c'est comme avait dit Jawdat dans son truc, il y a très souvent une masse tortueuse sortir du lot. Lui, il a appelé ça comme ça. C'est une masse qui peut avoir une forme carrée, qui peut avoir une forme circulaire, qui peut être une khamsa, comme on l'a vu sur la toile, qui peut être un élément fort, mais c'est peut-être quelque chose qui me vient de l'admiration que j'avais pour Mohamed Khadda par rapport à la force de ses compositions, où il y a très souvent aussi un élément dominant qui est noyé dans un fond plus abstrait, où la matière est travaillée de façon incroyable. Voilà. Eh bien, Mohamed Shafa Ouzani, ça a été un plaisir de vous recevoir cette matinée, de partager toutes ces émotions, toutes ces belles couleurs en votre compagnie. Alors, on rappelle votre page Facebook. Shafa Ouzani, c'est mon nom. Voilà, donc Shafa Ouzani, c'est votre page Facebook donc pour découvrir de plus près vos œuvres. Alors on rappelle que votre exposition donc, a débuté le 12 décembre et donc ça va continuer jusqu'au 25 au niveau de la Villa Abd el-Latif. Exactement. Voilà, donc si vous êtes de passage, allez-y, c'est que du bonheur pour les yeux. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès, une très belle évolution du moment que vous cherchez toujours l'évolution dans vos œuvres. Merci beaucoup. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être une pause musicale que nous vous proposons. C'est en compagnie donc du groupe Imzad qui a fait un duo avec Kader Japon. صار وقال لي اسمع لي وهاك دي
الاخبار جاني بشار بالخفيع ويحكي لي ما صار وقال لي يا اسمع ليا وهاك دي الاخبار ايه في هكار نتلاقى وعلى الضاس اللي غنى Et place à l'instant à la rubrique pédagogie. Fella, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Fella? Très bien, merci, alhamdoulilah. Très bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser quand même à un sujet très intéressant, très important pour l'évolution, on va dire, psychologique des enfants, puisqu'aujourd'hui, à travers l'éducation artistique, n'est-ce pas? Voilà, effectivement. Alors l'art et la culture Nour, y compris la culture scientifique et technique, sont des vecteurs très puissants de liberté, d'émancipation et puis d'intégration sociale. C'est pourquoi l'école doit contribuer à faire découvrir aux élèves la variété, en fait, compte des richesses culturelles et artistiques dès leur jeune âge dans les établissements scolaires, primaires, moyens et puis par la suite le lycée. Pourquoi pas? En Algérie, sachez que la réforme du 16 avril 1976 a permis à l'éducation artistique de trouver sa juste place au milieu du système éducatif, c'est-à-dire c'était plus des matières obsolètes, c'était des matières qui avaient leur place au niveau du système éducatif en Algérie. En quoi consiste en fait compte, Nour, si on doit poser cette question, de l'éducation artistique, c'est quoi? Comment elle se résume en Algérie? En fait, dans les établissements scolaires primaires, on peut proposer d'une manière générale, il y a le dessin, la musique, le chant, la photo, le théâtre et puis la danse. Mais ce n'est pas généralisé dans toutes les écoles, tous les établissements. Voilà.
À quoi sert-elle en fait compte? Est-ce que vous pouvez savoir, Nour, à quoi sert cette éducation artistique au niveau scolaire? Alors j'ai peut-être quelques idées comme ça par rapport à l'apport. Déjà par rapport à l'épanouissement de l'enfant, parce qu'il faut dire que l'enfant est très concentré avec les autres matières, donc probablement ça va faire une petite coupure. Ça va permettre aussi aux enfants de s'exprimer, de s'extérioriser autrement. De respirer, de s'épanouir, de s'exprimer, de dialoguer. Créer un lien avec les enseignants, avec les camarades. Avec les camarades, les enseignants. Et puis déjà, ça va permettre à l'enfant de se familiariser avec l'outil artistique, soit le dessin, le chant, la danse, la chorale en fait compte, ou le théâtre. Sauf que, alors, il y a ça d'une manière, et puis il va développer son sens d'observation, le sens de l'esthétique, et en stimulant essentiellement son imagination créative. Aussi, c'est un outil éducatif pour aider les élèves à s'intégrer dans le processus de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est-à-dire un enfant qui va dessiner, qui va chanter, qui va apprendre le chant ou danser ou le théâtre, ça va lui permettre en fait compte avec le temps d'apprendre très facilement les autres matières, que ce soit les langues, les mathématiques, parce que en fait compte, il s'ouvrira, son cerveau va s'ouvrir à d'autres choses. Et puis l'éducation artistique offre aux enfants des expériences qui mettent en valeur l'émotion dans une grande variété de moyens d'expression. De plus, les pratiques artistiques sont essentielles pour la formation de l'esprit. Elles font partie des acquisitions les plus fondamentales et concourent à la maîtrise des langages, parce que tout outil artistique, c'est-à-dire que ce soit le chant ou le théâtre, tout cela va permettre à l'enfant de développer son langage et puis le dialogue. On avait déjà parlé avec vous, avec Amal Olmi, et également avec Lilia Benassad, à qui que je salue, tout le monde. Maintenant, qu'en est-il de la réalité? Comment ça se développe en Algérie? Justement, ça allait être ma question, parce que là, vous me renvoyez carrément à des moments très nostalgiques, là, parce que lorsque je me rappelle au primaire, lorsque nous étions petits, si vous vous rappelez, lorsque l'enseignante, par exemple, allait annoncer la fin du cours, donc pour sortir à 11h15, déjà, ou à 15h30, moi je me rappelle très bien. C'était 10h30, à mon époque c'était 10h30. Mon époque c'était 11h15 et ensuite c'était 15h30, donc 10 minutes avant la sortie, donc on ramassait nos affaires et on chantait. Pendant les 10 minutes, on faisait que chanter et on avait 2 heures par semaine, je me rappelle, de travaux manuels. Alors justement, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, le chant, comme vous aviez dit, Nour, on chantait avant de sortir, effectivement, mais c'était pas un cours de chant en fait. C'était en fait pour que les enfants puissent respirer, puissent marquer la fin des cours, la fin de la journée. Simplement, actuellement, le volume horaire qui est consacré à l'apprentissage de tous ces arts-là est assez mince. En fin de compte, actuellement, au-delà de la pandémie, les enfants ont 1 heure de cours d'art par semaine. 1 heure, c'est-à-dire... Ce qui est insignifiant. Insignifiant, c'est 40 heures par an. Durant le cursus scolaire, durant l'année scolaire, c'est pratiquement 40 heures. C'est très, très mince. Aussi, ce qui représente, voilà, un volume très insuffisant. En plus, il n'y a pas de professeur spécialisé, c'est-à-dire on n'a pas un professeur de musique ou un professeur de théâtre au niveau, je précise, des établissements scolaires primaires. Par contre, au CEN, nous avons un professeur d'art plastique, par exemple, de peinture, qui vient carrément, qui est sorti des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts, par exemple, ou un professeur de musique qui vient du conservatoire. Mais à l'école primaire, c'est l'enseignant lui-même qui prépare ses cours, qui donne ses cours de musique en général, c'est le dessin. Voilà. En général, nous avons le dessin. Et puis, à quel moment se manifestent on va dire, des reproductions de théâtrales ou, par exemple, des chants ou de danse? C'est lors des fêtes religieuses ou des fêtes nationales. Par exemple, pour le 16 avril, on prépare une pièce de théâtre. Par exemple, quand il y a le Mawlid Nabawi Sharif, on prépare des chants religieux, par exemple. Si c'est le 1er novembre, par exemple, juste avant ou après, parce que c'est un jour férié, il y a des pièces de théâtre qui se rapportent à l'événement. Mais sinon, en général, il n'y en a pas. Et c'est un grand manque, alors qu'on avait dit au préalable que c'est très important pour un enfant de se découvrir et découvrir en fait l'histoire de son pays à travers les productions artistiques, soit le théâtre ou le chant ou la danse, parce que ça permettra déjà à l'enfant de connaître par exemple les différentes facettes, les différentes danses populaires de l'Algérie. Ça fait partie du patrimoine immatériel
Alors justement, dans ce sens, Fella, quelles sont les solutions? Que peut-on proposer pour justement pallier à ce manque d'éducation artistique au niveau des écoles? Alors, d'abord, je tiens à préciser, il y a des solutions qui ont été présentées, c'est pas moi qui les présente, qui ont été présentées à pas mal de reprises au niveau du ministère de l'Éducation nationale et puis au niveau du ministère de la Culture. Je tiens à préciser, par exemple, des enfants qui sortent en excursion, on va dire, au musée national, ils sortent dans un site archéologique, par exemple à Tipaza ou ailleurs, où ils partent voir une pièce de théâtre ou partir au cinéma voir un film, par exemple. Ça ne devrait pas être un loisir, mais ça devrait être une matière. Sortir, regarder, observer, admirer, critiquer, revenir en classe et écrire ou en parler. L'idéal, c'est d'en parler. Le dialogue est très important. Là, on pourra découvrir que si les enfants ont bien compris, ont assimilé, et puis ils pourront résumer ce qu'ils ont appris. Ça, c'est de l'apprentissage de l'art, en fait. Ça, on ne l'a pas réellement. Ça fait partie, une excursion, c'est un loisir. Alors, ailleurs, c'est une sortie pédagogique, on appelle ça. On revient, on doit en parler. Actuellement, il y a des solutions qui ont été proposées. Par exemple, pourquoi l'école n'invite pas-elle un écrivain, un artiste peintre? On vient de recevoir l'artiste peintre, M. Ouzani, qui est architecte, mais qui est artiste peintre autodidacte. Pour quelle raison ne pas inviter ce genre de personnes à l'école, par exemple? Ils vont en parler. Et puis, ça va susciter l'intérêt des uns et des autres. Peut-être qu'il y a des richesses chez un enfant, par exemple, qui va se découvrir. Il y a ça. Associé aussi, il y a des espaces culturels qui sont très, très réduits. Nous avons au niveau, par exemple, d'une commune, il y a un conservatoire, mais ce n'est pas toutes les communes, par exemple, qui ont un conservatoire. Si moi, mon enfant voudrait apprendre à jouer à un instrument de musique, ça va lui faire un long trajet, je ne sais pas si, des kilomètres à traverser, et puis sachant que l'école, c'est de 8h du matin à 15h30, par exemple, c'est très dur pour lui de faire ses devoirs, de se reposer, et puis il faut penser à dormir, à prendre son goûter, et à passer aussi quelques moments avec sa famille. Voilà. Il y a tellement de choses à faire. Par exemple. Et puis aussi partir au conservatoire. Il n'y a pas d'espace pour jouer, apprendre à faire du théâtre, par exemple, ou la comédie. Ça, c'est très important. Alors, les espaces sont réduits. Nous avons des salles communales, par exemple, de la commune, qui pourraient être mises à disposition des élèves, par exemple. Si une école demande une dérogation, une autorisation, on va dire, il y a les espaces de jeunes, certes, mais pour les tout petits, ça n'existe pas. Il y a des associations qui œuvrent dans ce sens-là, mais ce n'est pas tout le temps suffisant. Alors, il y a en fait compte des solutions qui ont été proposées. On avait dit inviter un écrivain, un artiste peintre, un musicien, un chanteur, un professeur de danse à l'école. Déjà, les enfants vont voir et apprendre. Il y a aussi une démarche pédagogique qui est nécessaire pour donner un sens à l'œuvre, car une pièce de théâtre, par exemple, si on assiste à une pièce de théâtre, si on reproduit une pièce de théâtre à l'école, il faudrait que les enfants sachent quel est son apport et puis apprennent le rôle. Déjà, le fait d'apprendre un rôle, par exemple, si on joue une partie de la révolution algérienne que nous avons menée, que nos glorieux Chouhada et puis Moudjahidine ont menée, par exemple, l'enfant apprendra déjà à se découvrir qu'il est comédien ou pas, qui sera amené par la suite à... Ce sont des talents cachés. Ouais. C'est des talents cachés. Et puis d'un côté, il apprendra la culture du pays et l'histoire du pays. Ça, c'est très important. Et ça nous manque. Alors, en fait, quand il y a autre chose, la diversification des domaines artistiques, nous en avons plusieurs. Mais en général, qu'est-ce qui se fait actuellement? Nous avons, on avait dit, un volume horaire très réduit, insuffisant. Nous avons également des professeurs, c'est-à-dire le professeur de langue arabe, de toutes les matières, en fait, quant au primaire. C'est lui qui assure le cours artistique. Et ça, c'est pas réellement évident. Il n'est pas spécialisé. C'est des professeurs, en fait, on va dire, qui sont polyvalents. Par contre, ce n'est qu'au CEM, au collège, que nous trouvons un professeur spécialisé. Mais au lycée, en général, il n'y a pas de professeur. Certains, pour certaines matières, par exemple, ceux qui suivent la filière, par exemple, littéraire, peut-être ils ont un professeur spécialisé, mais en général, au lycée,
il n'y a plus de matière artistique. Et ça, c'est un grand manque. Voilà, et justement, un clin d'œil dans ce sens à l'écrivain donc algérien Akli Tadjer, qui en France d'ailleurs organise des rencontres. Voilà, on voit sa photo, donc qui organise des rencontres littéraires avec justement les enfants du primaire, avec les collégiens. Voilà, on voit quelques photos de ces rencontres et aussi avec les lycéens. Donc, c'est pourquoi pas donc aller vers cette démarche pédagogique que vous avez si bien évoquée. Je tiens par exemple à donner un exemple. Je connais quelques personnes, tout comme moi en fait, quand au lycée, c'était le professeur de français. J'aimais écrire, j'aime toujours écrire, que ce soit des poèmes ou des contes. Je me rabattais sur le professeur de français pour qu'elle me corrige, qu'elle me suive. Et ça, c'est très important. En tout cas, je leur tire chapeau, les professeurs qui suivent, en plus de leur travail à l'école, ils suivent certains élèves qui veulent le produire. Mais ça reste en fait compte un petit exemple. C'est un cas isolé. Mais s'il y avait par exemple des matières bien dans le programme... Là, on vous prend au mot, hein. On vous prend au mot, il y a la régie qui vous demande de déclamer certains de vos poèmes que vous avez écrits. Attention, on vous prend au mot. Il n'y a aucun problème, je les ai gardés. Mais ça, c'est très important, en fait, de découvrir, en fait, les talents qui se cachent derrière chaque élève. Mais la découverte se fait déjà dès le jeune âge. Ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Ailleurs, en fait, quand nous avons les enfants ont libre choix de choisir l'outil. Par exemple, si c'est une question de musique, ils choisissent leur instrument de musique, soit la clarinette, l'harmonica, le violoncelle, le violon, la guitare, le piano. Ils amènent pas le piano à l'école, mais certaines écoles en Algérie disposent en fait de piano ou d'autres instruments. Mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles à travers le pays. D'autres attendraient en fait attendraient l'âge adulte pour aller apprendre, alors qu'ils ont les talents cachés pour le chant, pour la danse. Mais, alhamdoulilah, on va dire heureusement qu'il y a des écoles spécialisées qui se trouvent à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire au-delà de l'école s'il n'y a pas la matière, qu'elle n'est pas assurée un volume horaire assez suffisant. Heureusement qu'il y a des écoles spécialisées, il y a des ateliers qu'on appelle les ateliers de vacances, je ne sais pas, il est vrai qui proposent en fait des cours durant les vacances scolaires, que ce soit un travail manuel par exemple, la poterie, le macramé, le travail des ficelles et des cordes, voilà le macramé par exemple pour en faire, ou par exemple apprendre le dessin, l'art graphique, la peinture, l'aquarelle, la danse, la musique, le chant, le chant et puis aussi la photo. La photo, c'est un art artistique, bon c'est un art, je viens de dire artistique, c'est de l'art technique. Mais on apprend l'esthétique à travers ça. On apprend également l'importance de la lumière, comment positionner un sujet. Ça, par exemple, moi, je l'avais fait en montant. Mais c'était pour les élèves, les plus brillants avaient droit à cette formation à l'école primaire. Ce n'était pas le cas de tout le monde. C'était les élèves brillants qui avaient droit de suivre une formation technique et artistique. Mais ça reste quelque part malheureux, je le dis maintenant. Si j'étais privilégiée, alhamdoulilah, mais maintenant ça reste malheureux. J'aimerais bien que tous les enfants puissent suivre une formation dans leur école. Et puis, ça reste des talents cachés, parce que exclure comme ça à des enfants, probablement qu'on peut trouver des graines de photographes, pourquoi pas, des graines d'artistes chez ces enfants-là, effectivement. Par exemple, il y a autre chose. Pourquoi ne pas programmer des sorties pédagogiques, en fait, venir à la télévision, ça se fait. En tout cas, nous recevons toujours les mardis après-midi, nous recevons des écoles, en fait, des classes d'école qui viennent ici découvrir la télévision, et puis ça permettra aux uns aux autres de se découvrir, et puis pourquoi ne pas leur permettre de rêver du métier du futur. Mais parlons artistiquement, en fait, aller au musée, regarder un film c'est beau et c'est bien, mais pourquoi ne pas rencontrer l'équipe technique? Il y a des caméramans, il y a l'ingénieur photo, il y a l'éclairagiste. Tout ça, c'est artistique. Et puis, ça va susciter l'intérêt des enfants. Mais ça devrait se faire, je précise, dès leur jeune âge. Et sachez, nous, on répète ça très souvent, l'enfant apprend d'abord à dessiner, à colorier, avant qu'il n'apprenne à écrire. Alors, le coloriage fait partie de la construction déjà de sa personnalité et de sa personne. Alors, d'abord, c'est l'art, avant que ça ne devienne des traits, en fait, qui ont un sens, soit des lettres ou des chiffres. Alors, pourquoi ne pas libérer, en fait, chaque enfant, que ce soit à l'école, c'est-à-dire que soit avec un professeur spécialisé, un musicien, un chanteur, un professeur de chant, par exemple, un professeur de théâtre, regarder
et apprendre. C'est ça l'apprentissage qui devrait se faire. Mais bon, ça viendra, j'espère, Inch'Allah, sachant que, je précise, que la réforme du 16 avril 1976 a permis à l'éducation artistique de faire partie du système éducatif. Ce n'était plus un loisir, ce n'était pas une matière facultative. Mais sachez que certains parents n'accordent pas beaucoup d'importance à cela. Surtout. Ils disent, ils vont dire à leur enfant, au lieu d'aller faire, par exemple, d'apprendre la musique, le solfège, par exemple, les clés. Va faire tes devoirs. Va faire tes devoirs, alors que c'est un devoir. Alors que c'est Et un puis devoir. ça permet à l'enfant de respirer. De respirer parce que c'est un champ libre. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup Fella, surtout pour ce sujet quand même qui est très important, donc on a tendance quand même à négliger, hein, alors qu'il fait partie de la base finalement de la construction de la personnalité et de l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup Fella. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc on vous donne rendez-vous demain Inch'Allah à partir de 8h30. D'ici là, agréable journée à tous. Au revoir. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Couronne Peinture.